Yo yo yo, c'est Ibellion, vous êtes dans le 31e épisode de Chemin d'artiste et d'auteur, aussi connu sous le nom de Ose écrire. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Gaëlle, elle aussi coach littéraire et écrivaine. Et je vous jure, cet épisode est plein de valeur. Alors, profitez bien et joyeuse écoute. À bientôt. Bon, merci d'être venu Gaëlle. Et je suis super content de t'accueillir parce que toi, ça fait plus longtemps que tu fais la double casquette écrivaine et coach. Et du coup, j'étais franchement hyper curieux d'en savoir beaucoup plus sur toi. Et surtout, finalement, de ce que peut t'apporter, tu sais, le mix des deux, tu vois, comment l'écriture nourrit le coaching et comment le coaching nourrit l'écriture. Et moi, j'aime bien commencer en posant la question, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? L'ennui. Mais d'abord, merci de m'accueillir. Moi, je trouve ça trop génial parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et tu le sais, et je sais que ça te tient à cœur aussi, de pouvoir échanger entre coachs littéraires, c'est-à-dire qu'on fait le même métier, et de montrer que on accompagne chacun différemment et qu'on a chacun nos richesses et nos histoires et qu'on n'est pas arrivé là de la même façon et que c'est trop génial de pouvoir échanger. Donc, je suis ravie de t'avoir rencontré. Oui, qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire ? C'est l'ennui, c'est-à-dire que quand j'avais 9 ans, il n'y avait pas du tout de tablette, de quoi que ce soit d'écran sur les trajets de retour de vacances. Et je regardais les montagnes, puisque j'étais à la montagne à ce moment-là. Et je me disais, mais comment je vais passer les 5 prochaines heures ? Et du coup, je me dis, tiens, je vais m'inventer une histoire. Ah, puis si je l'écrivais ? Et ça a commencé comme ça. Putain, c'est fou. Et c'est marrant parce que moi, c'est vraiment comme toi. Ouais. L'ennui, je trouve que c'est un déclencheur créatif vraiment insoupçonné. Et ouais. Tu sais, parfois, t'as certaines personnes qui sont complètement bloquées ou qui ont l'impression de pas être créatives. Je dis toujours, enfermez-vous dans une pièce pendant 8 heures sans téléphone et vous verrez ce qui se passe, tu vois. Ouais. Et je trouve ça hyper puissant. Ouais. Ouais. On sait plus s'ennuyer. Et les premières idées que t'as là, tu vois, comme tu dis, quand t'as 9 ans, c'est ces idées-là que t'exploites après quand tu te mets à écrire, parce que t'as publié plusieurs livres, il me semble. J'ai publié 3 textes, si je dis pas de bêtises. Ouais, 3 textes. Et c'est ces idées-là ou finalement, c'en est d'autres ? Pas du tout. Moi, quand j'étais petite, en fait, ce que je voulais écrire, c'est ce que je ne pouvais pas lire. C'est-à-dire que ça n'existait pas, la littérature young adulte et tout ça. Et moi, je voulais des histoires qui me portent et du coup, je m'étais dit, je vais les écrire comme ça. Au moins, je saurais ce qu'on a envie de lire à 12 ans. Et puis après, j'ai grandi et j'ai plutôt, et ça a toujours été le cas, je veux dire, à partir de l'adolescence, 16 ans, j'écrivais plutôt des choses réalistes. Par contre, mon premier texte publié, c'est une dystopie. Bon, écoute, voilà. Bon, j'ai jamais été très logique, mais c'est comme ça. Voilà. Et c'est vrai, ça, tu vois, j'avais jamais réfléchi au côté young adulte. Finalement, c'est un genre qui est quand même plutôt récent, ouais. C'est vrai. Je suis née en 84, pour te dire. Donc aujourd'hui, j'ai 41 ans. Tu me demandais s'il y avait des questions qui me gênaient. Cette fois, celle-là me gêne pas. Et d'ailleurs, je réponds même que tu la poses. Et du coup, effectivement, je pense que le young adulte a vraiment été développé quand moi j'étais étudiante et que j'étudiais la littérature jeunesse. À ce moment-là, il y en avait davantage. Okay. Voilà. Ok. T'as fait des études dans la littérature jeunesse ? Oui, j'ai fait ma spécialisation là-dessus, ouais, sur l'analyse de l'album pour enfants et donc il y avait aussi les romans et tout ça. Voilà. Putain, ça doit être passionnant. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel, tu vois, j'ai pas forcément creusé ou pas forcément analysé plus que ça. En quoi c'est différent d'écrire pour la jeunesse plutôt que pour les adultes finalement ? C'est beaucoup plus dur. Ouais. C'est beaucoup plus dur parce qu'il faut faire simple et en même temps puissant.
Alors, c'est valable aussi pour la littérature enfin pour adultes, hein, bien. Enfin, moi, je trouve, moi, la simplicité, c'est une de mes valeurs. Hmm. Mais là, particulièrement, c'est particulièrement complexe, oui, je crois, de faire simple, accessible, sans prendre les enfants pour des débiles, parce qu'ils le savent, hein, ils s'en rendent bien compte, justement. Hmm. Donc voilà, je crois que c'est une des, ouais. Quand t'as dit simple et puissant, ça m'évoque de ce qu'on m'a appris en formation de coach. Mm. C'est-à-dire, une bonne question, c'est une question ma formatrice, elle disait pur jus, tu vois, un truc Ouais, où tu dilues pas avec de l'eau et plein de mots qui veulent rien dire, tu vois. c'est ça. Et c'est la question qui va te faire. La personne en face, elle fait. Ah ouais, exactement. Et après, tu dis, pardon, excusez-moi, est-ce que l'écran Ah a, oui. est-ce qu'il s'est bloqué? Non, non, c'est juste la question. Et puis voilà. Ah, c'est fou. Mm. Et je suis d'accord, j'ai le souvenir, en effet, étant petit, parfois t'as l'impression que t'as des livres qui sont, où justement t'as ce côté un petit peu, que si on te prend pour un enfant, et sauf que quand t'es enfant, t'as pas envie qu'on te dise que t'es un enfant. Ben oui. T'as envie de lire des textes. Tu vois, en fait, c'est pour ça que je suis assez impressionné. Et d'ailleurs, j'ai toujours énormément de mal à définir la limite entre ce qui pourrait être adolescent et du coup plutôt young adulte et adulte. Mm. Euh, J'étais hyper étonné. Je suis en train de lire un livre qui parle justement, tu vois, de maladies, de cancer, etc. et qui est classé en young adulte. Et tu vois, quelque part, en le lisant, en fait, on me l'aurait pas dit, j'aurais pas dit que c'était du young adulte, tu vois. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est un genre, La, j'ai du ouais. mal à dire ça, c'est du young adulte, Bon, tu vois. la frontière est pas simple et après moi je vais me tromper en disant ça et tant mieux si t'as des Hmm. commentaires qui disent Gaëlle elle dit n'importe quoi. Mais peut-être que le seul truc c'est qu'en général il y a des héros ou des héroïnes qui sont en fait jeunes. Mais sinon la Ouais, thématique est pas. Enfin, moi il y a une autrice que j'adore, c'est Anne-Laure Bondou qui ok. publie à la fois pour les adultes mais aussi en young adulte. Et moi, j'ai lu des romans jeunesse en me disant, mais en fait, c'est un livre pour moi aussi. Donc, oui, la frontière est pas simple. Et puis, il y a même, je sais pas si tu connais, mais je vais oublier le nom parce que je suis nulle, La fiancée de l'hiver, pourtant ultra connue là. Ah, ouais, j'ai pas. Ouais, bon, je suis désolée, je vais les retrouver le nom. Tant pis, c'est pas grave. Ça Elle reviendra. a publié d'abord, enfin, ça a été publié en young adulte, puis maintenant c'est dans le rayon adulte aussi. Donc, il y a aussi une difficulté sur la frontière, ouais. Ouais, comme quoi la frontière bouge, Mm. ouais. Ouais. Ouais, finalement, c'est. Puis même après, des adolescents peuvent apprécier des textes qui sont classés en adultes et inversement. Effectivement, chacun est libre de Mm. trouver le message qu'il veut dans les textes. Mm. Ouais. Et dans ton parcours, du coup, là, les premières histoires que t'écris plutôt vers 9 ans, puis après les études orientées lettres aussi, finalement, l'écriture, elle t'accompagne tout le temps ou il y a des moments où Non, c'est la créativité qui m'accompagne tout le temps. L'écriture, pas tout le temps. c'est une super réponse. Ah, ça me touche comme réponse. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais. Ça te touche pour quelle Ouais. raison? Parce que moi, justement, c'est ça qui m'a manqué un moment. Tu vois, la créativité qui te quitte. Ouais. Et parfois, effectivement, l'écriture est un vecteur, tu vois, créatif comme un autre. Mais moi, je me suis senti fané, tu vois. Il y a un moment, j'ai eu l'impression, je dis toujours cette histoire de couleur, tu vois. Il y a un moment, j'ai l'impression que la vie était grise. Et c'est parce qu'en fait, il y avait plus rien de créatif dans ma vie. Et à tel point que t'as l'impression que t'es plus créatif. Alors que quand t'étais gamin, tu l'étais tellement. Et, euh, et ouais, c'est une belle réponse. C'est une belle réponse. De Merci. dire la créativité m'a jamais quitté. Ouais. Ouais. Et du coup, comment elle t'a jamais quitté? Bah, effectivement, il y a eu. Alors, en tout cas, par rapport à l'écriture, j'ai d'abord écrit des histoires. Après ado, j'ai écrit des poèmes parce que les émotions débordent et ça déborde Hmm. en grand n'importe quoi poétique, quoi. Et puis après, je crois que l'écriture, j'ai pas écrit pendant peut-être 10 ans quand j'ai fait mes études. Donc ma créativité, je la mettais ailleurs, dans le bricolage, dans les recherches, parce que comme j'ai fait un master en recherche, donc j'ai fait ça aussi. Euh,
En fait, ouais, ce qui me rend vivante, c'est la créativité, mais dans le sens où c'est faire des liens avec mon cerveau, quoi. Donc là, créer une entreprise, par exemple, et j'imagine que tu peux vivre quelque chose de semblable, c'est complètement créatif. Parce que tu vas te poser des questions, imaginer, créer des offres, et c'est de la créativité aussi. Et l'écriture, elle vient là-dedans par moment. Et puis parfois, j'écris pas du tout, mais ça me manque pas. Des fois, je trouve ça dommage, puis je me dis bah oui, mais bon, après tout, c'est pas grave en fait, juste si j'en souffre pas. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Tant que souvent la frustration qui peut être difficile à Bah gérer oui. quand t'as l'impression de pas avancer ou pas avancer dans le sens que tu veux. Et c'est ça, j'imagine que c'est des choses que tu combats aussi toi avec les gens que t'accompagnes de cette manière. Bah disons que oui, tu vois, tu parles de frustration, ça me fait venir tout de suite, moi, dans mon histoire, un moment où je n'avais pas le temps d'écrire, et ça a été ma première douleur. C'est-à-dire que là, pour le coup, j'avais très 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 envie d'écrire, j'avais mon idée, enfin j'avais voilà, et ça me tenait à cœur, et j'avais pas le temps, et c'était horrible. Et c'est cette douleur là que j'ai d'ailleurs, le premier programme que j'ai créé, c'est trouve enfin du temps pour écrire, tu vois, parce que ça a été ma première douleur. Et effectivement, oui, bien sûr, les gens que j'accompagne comme toi, hein, c'est les mêmes frustrations. Et alors la frustration, pour moi, c'est pas gênant, parce que la frustration, c'est l'envie, ça dépend comment on la regarde. Par contre, quand ça devient ultra douloureux, parce qu'on n'arrive pas à s'organiser parce que quand on s'y met, on n'arrive pas à poser le premier mot, ni le deuxième, ouais, là, c'est là qu'on intervient, nous. Et comment toi t'es sorti de cette spirale justement de j'ai pas le temps? Bah déjà, j'ai dit que je voulais écrire, et je n'ai pas dit je vais écrire, j'ai dit je vais travailler. L'importance des mots. Et donc j'avais une fille qui était petite et qui était beaucoup maman, 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 même quand il y avait papa, c'était maman. Et donc j'ai vu avec mon conjoint de l'époque, je lui ai dit écoute, moi il me faut 30 minutes le soir. Enfin, là, en fin d'après-midi, quoi. Pas le soir, parce que je suis pas du soir. Et donc j'ai négocié avec lui ces 30 minutes. Voilà, c'est une négociation. Après, il s'est avéré que j'ai vécu un truc un peu dingue, c'est-à-dire que j'ai signé mon premier contrat d'édition en 2020, en mars, au moment où tout fermait. Contrat d'édition. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et en plus, je l'ai signé sur Synopsis, c'est-à-dire que mon texte n'était pas écrit. Donc j'avais une fille de 3 ans, j'étais prof, mon conjoint aussi. Et ben là, il a fallu trouver du temps pour l'écrire, ce texte, alors qu'on était tous enfermés avec une gamine qui demandait de l'attention sans arrêt. Et c'est pareil, j'ai négocié avec moi d'abord, parce que la sieste, c'est un temps important pour moi. Là, je prenais 10 minutes de sieste. Mon conjoint couchait ma fille, je savais que j'avais 1 heure pour écrire. Voilà, donc j'avais 1 heure par jour pour écrire. Mais c'est une négociation avec moi et avec là, mon conjoint à ce moment-là, quoi. Ah, je trouve ça hyper inspirant ce que tu racontes, parce que en fait, il y a plusieurs choses qui me marquent. C'est que il y a un moment où tu fais acte, tu vois, de ta volonté et de ton envie d'écrire. Et je pense que ça, c'est une des premières choses qui est extrêmement importante. C'est que souvent, les rêves qu'on a, déjà on appelle ça des rêves. Moi, je trouve que le mot de rêve, il est quelque part, tu vois, tout de suite, il est très éthéré, quoi. On sait pas trop ce que c'est un rêve. Quand tu le passes en termes d'objectifs, et puis tu te mets à le verbaliser, tu vois. Et il s'agit pas de le dire au monde entier ou pas, c'est simplement de se le dire à soi-même devant le miroir, tu vois, par exemple. Ça déjà, je trouve qu'inconsciemment, il y a un step qui est passé quand t'es capable de vouloir le dire. Moi, pendant très longtemps, j'ai pas été capable de dire ça, tu vois. J'avais dans ma tête, je me disais oui, j'écrirai plein de livres. Bon, les années passaient et voilà, quoi, il y avait pas grand-chose d'écrit. Et à partir du moment où j'étais capable de le dire à haute voix, je trouve que tout a changé. Et même si ça paraît extrêmement anodin, le fait de se le répéter quelque part, ça ancre quelque chose d'assez puissant. Et ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que du coup, tu signes. Alors ça, c'est franchement génial, bravo de signer sur Synopsis, c'est incroyable.
Mais tu vois, ce que je trouve trop cool, c'est que du coup, ça te donne une deadline aussi. Ouais. Enfin, j'imagine qu'ils étaient pas, ils t'ont pas mis un flingue sur la tempe, mais ils te disent quand même un moment, en gros, ça peut pas sortir dans 10 ans, tu vois. Et le fait d'avoir un objectif en termes de temps, ça aussi, ça change tout en fait. Complètement. Parce que souvent, quelqu'un qui te dit oui, mon rêve, c'est d'écrire un livre, et quand tu lui poses la question, ok, t'as envie de le terminer pour quand? Alors derrière, il y a beaucoup de choses qui se cachent, mais quand quand ça sera bon, ça, tu vois, c'est pour moi, il y a une petite lumière qui s'allume dans ma tête, et je me dis, c'est sûr que si je te renvoie un message dans 6 mois, mets ta vie que ça aura pas beaucoup avancé, tu vois. Et le fait de se forcer à dire ça, et je suis désolé, je fais que parler, mais en fait, ça fait beaucoup écho à mon premier livre aussi. Pas le premier que j'ai écrit, mais le premier que j'ai publié. Pareil, il était c'était, je travaillais avec quelqu'un, et donc il m'a dit, moi j'aimerais bien que ton livre, il existe en 2024, quoi. Et donc à partir de ce moment-là, je m'engage vis-à-vis de lui. Et même si j'aurais dépassé 3 ans, il m'aurait rien dit. Bon voilà, moi après c'est mon ego qui joue là à ce moment-là. Et le fait de m'être fixé cette deadline en fait a tout changé. Et c'est là que j'ai réinterrogé justement comme toi tous les pans de ma vie en me disant bon là on est le dimanche matin, j'ai le temps, qu'est-ce que j'ai envie de faire, de regarder Netflix ou d'écrire. Et ben je choisissais d'écrire. Et je cite toujours cet exemple de Netflix parce que moi c'est ça m'est vraiment arrivé, tu vois, de vraiment d'être là et puis de me dire putain mais mon rêve c'est d'écrire des livres et là je regarde la télé quoi. Et de prendre conscience de ça et ouais. Il y a plein de trucs dans ce que tu dis. Je suis pas sûre d'avoir tout retenu ce que je voulais dire en rebondissement, mais la première chose, c'est la voix qu'on croit le plus, c'est la sienne. Donc effectivement, dès lors qu'on dit ben j'écris, on s'entend le dire et on se dit ok bon j'y crois maintenant. Après, on croit aussi tout ce qui est négatif, donc ça c'est pas top. Mais la deuxième chose, c'est j'ai eu la chance effectivement d'avoir une obligation extérieure, parce que ben les auteurs qu'on accompagne, en tout cas que j'accompagne, ils n'ont pas cette chance-là d'avoir une deadline mise par un éditeur, c'est-à-dire j'avais l'assurance que mon texte serait publié, ce qui était une sacrée chance. Pour les textes d'avant, je l'avais pas. Donc forcément, bah l'engagement en fait envers soi, il est plus difficile. Parce que finalement, il y a tellement de choses qui passent avant. Ça veut pas dire que c'est bien ou pas bien, mais il y a des valeurs telles que gagner sa vie. D'ailleurs, est-ce qu'on la gagne en termes financiers ou est-ce qu'on la gagne quand on fait ce qui nous épanouit? Bon, et si on fait les deux, c'est encore mieux. Vrai débat. Voilà, mais ouais, c'est se faire passer en premier, écrire, c'est s'isoler, c'est enfin c'est s'isoler et s'entourer, mais s'entourer aussi, donc ça veut dire oser dire. Enfin, c'est un peu complexe quoi, comme projet. Et puis c'est un projet qui ne vaut pas le coup en termes financiers, a priori. Donc c'est pas forcément reconnu non plus par certains de l'entourage. Il y en a qui sont très, au contraire. J'ai une personne que je vais coacher là qui me dit, moi ma femme, j'ai adoré. Elle m'admire pas pour mon boulot, elle m'admire parce que j'écris. Mais je finis jamais un roman, donc là j'ai besoin de le finir pour que je le finisse vraiment. Et je trouvais ça génial parce que c'est une vraie ressource quoi, du coup, sa femme. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu vois, quand je le disais tout à l'heure à haute voix, le fait de le dire, il y a toujours un penchant un peu négatif comme ça à parler de ses objectifs, c'est que t'as l'impression de les faire, tu vois, t'as quelque chose dans je sais pas, quand tu dis oui, je vais écrire un livre, t'as l'impression, je sais pas, à ton pote ou quoi, t'as l'impression d'être en mouvement déjà. Et sauf qu'en fait, tu l'es pas. Quelque part, une fois que tu l'as dit, après, faut le faire. Enfin, il faut. En tout cas, il est intéressant de se mettre à écrire quand même. Et effectivement, là, dans le cas que tu cites, c'est quand même un très très bon moteur. Se dire en fait, au-delà de tout ce que ça peut représenter, c'est aussi, je l'ai dit à quelqu'un, j'ai envie de le rendre fier, j'ai envie qu'il soit fier de moi pour ça. Et ça, c'est un moteur qui est quand même très puissant, ouais, très puissant. Et je te rejoins totalement moi sur l'aspect financier. D'ailleurs, moi, c'est quasiment la première chose que je dis aux gens, c'est que moi j'ai pas de secret pour écrire des best-sellers. Hein. Je garantis aucun contrat d'édition chez personne parce que ça dépend de tellement de choses et c'est pas
Enfin, en tout cas, moi, c'est une raison, je pense, qui est louable. Très bien, chacun a écrit pour sa raison. Mais moi, je pense que j'aurais plus de mal à accompagner quelqu'un dont l'objectif est vraiment purement financier, tu vois. Ah oui, oui, oui. Ça, pareil, ça c'est parce que c'est pas dans nos valeurs, je pense. Mais Mm. mince, il m'était venu un truc quand tu disais ah bah je l'ai perdu. Ouais, c'est pas On a grave, trop de j'ai bonnes perdu. idées, Gaël. Ah, ça fuse, ça fuse. C'était sur la fierté, peut-être? Non, non, Sur c'est ce que tu le... disais sur l'objectif, la mise en mouvement, et après. De le fait d'en Ah oui, parler. oui, oui, c'est ça. Ça y est, ça me revient. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas. On peut promettre d'accompagner vers la publication, mais on peut pas promettre que les gens seront publiés ou qui publieront un best-seller, effectivement, puisque Mm. ça ne dépend pas, comme tu dis, ça dépend de plein d'autres choses, mais surtout ça ne dépend pas que de soi. Et nous, on coach sur ce qui va dépendre que de soi. Mm. On peut accompagner pour que la personne elle fasse tout son possible pour y arriver. Après, ça dépend pas, on va pas mettre un couteau sous la gorge d'un éditeur pour qu'il. Ouais, je l'ai bien coaché maintenant, tu le publies s'il te plaît quoi. Parce que Bon, allez, s'il te plaît. Ouais, non, non, c'est pas c'est clair. possible quoi. Mm. Par contre, les accompagner pour qu'ils fassent du mieux qu'ils peuvent avec le plus d'épanouissement, de fierté oui, qui sont au mieux, parce que pas le parfait justement, mais au mieux. Mm. Mm, La perfection, grand sujet aussi. mm. C'est. Ouais, putain. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup bouffé, je pense aussi à un moment. Et, est-ce que tu la rencontres aussi souvent? Alors pas chez moi, parce que moi je suis vraiment Mm. pas une perfectionniste. Je fonce et on verra après. Oui, bien sûr, je la rencontre beaucoup chez les personnes que je coach. Moi, j'aime bien dire un petit tips là que il est bon d'être perfectionniste à l'étape où on en est. C'est-à-dire que, par exemple, je crois que la première des perfections, j'exagère un peu, mais j'utilise le terme, c'est de finir un premier jet. Mais c'est tout. Mais tu peux pas tout mettre dans un premier jet, donc ça, c'est pas possible. Et puis après, tu passes à l'étape suivante, la réécriture. Donc, bah, faire du mieux que tu peux et par exemple, faire le plus parfait possible sur l'évolution de tel personnage. Mais tu vois, graduer un peu la perfection au fur et à mesure, parce que tout parfait d'un coup, c'est impossible. Mm. C'est vrai que j'aime beaucoup cette phrase-là. Enfin, viser la perfection dans l'étape à laquelle tu es. Mm. C'est hyper pertinent. Moi, j'aime bien voir l'écriture comme. En fait, le truc, c'est que c'est un projet qui est forcément long. Tu vois, tu peux pas dire je vais écrire mon livre en 2 semaines. Mm. Et donc tout de suite, ça paraît. T'as cette espèce d'effet vertigo. T'as l'impression que c'est une immense montagne et que toi t'es tout petit. Alors qu'en fait, c'est une suite de toutes petites marches. Et si chaque jour t'écris un tout petit peu, Mm. tu vois, en plus tu l'as dit super bien tout à l'heure. T'avais 1 heure par jour pour faire ce que tu voulais faire. Moi, c'est pareil, j'écris le matin, jamais plus d'1 heure, 1 heure et demie en fait, parce qu'après j'ai autre chose à faire Mm. en fait. Et voir tout ça en séparant toutes petites marches et viser finalement de faire du mieux que tu peux sur chacune des petites marches, c'est super. Mm. À la fin, ça donne un résultat que les gens ne conçoivent pas du tout Mm. en fait. Et il y a autre chose. Et d'ailleurs, vu que tu as publié aussi, je vais pouvoir te poser la question, mais il y a il y a ce que tu ressens quand c'est terminé. Tu vois, quand Ouais. le chemin est accompli. Ouais. Et moi, ça a été très particulier. J'ai encore beaucoup de mal à mettre des mots dessus. Mais toi, la première fois que tu reçois, du coup, le premier livre que t'écris, quand tu le tiens dans tes mains la première fois, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, il y a deux étapes de fin. Hmm. La première étape, c'est je finis de l'écrire, je l'envoie à l'éditeur avant correction édito. Et Hmm. là, je déprime à mort. Parce que j'ai décidé bêtement de m'arrêter brutalement. Et mon Hmm. cerveau, il a pas compris. Il s'est dit, attends, t'écris tous les jours depuis des mois, qu'est-ce qui se passe? Tu ne fais plus rien, où suis-je, que suis-je? Après, j'avais de la fierté, mais je te dis, ça a été j'étais hyper mal. Et puis après, effectivement, t'as tout le travail édito, etc. Et la parution. Alors moi, il s'avère que c'est paru en numérique.
Ça a Ok. pas été, c'est pas apparu en version papier, parce que ma maison d'édition était, je dis parce que maintenant ils sont passés à l'e-book, mais c'était une appli Ok. de, de publication de séries littéraires. Ok. Et donc ça apparaît sur l'application. Et là, je sais pas si c'est à ce moment-là que j'ai eu le plus de fierté en fait. Par contre, j'avais trop hâte d'avoir les retours parce qu'on pouvait avoir des commentaires des Hmm. personnes en fait en direct sur l'application. Et c'est là, je crois que c'est là aussi, c'est les premiers commentaires là, waouh. Là c'est énorme, c'est super flatteur. Qu'est-ce qui t'a touché dans les commentaires que tu recevais? Moi, ça fait un moment déjà, mais sur le fait que qu'ils avaient été touchés par mon personnage principal, par exemple. Donc, Hmm. Enaël. Euh, les liens aussi, tu sais, qu'ils peuvent faire avec d'autres textes. Donc là, tu te dis, waouh, je fais partie d'une... Ouais, ok, très bien. Voilà. On comparait souvent à La Servante écarlate, en fait, mon premier texte. Bah, Ah c'est ouais, assez flatteur, tu vois. Je l'avais ouais, pas lu en carrément. plus à l'époque, donc j'avais carrément pas plagié, donc c'était pas possible. Mais d'ailleurs, c'était pas tout à fait la même histoire, mais c'est une dystopie. Les dystopies, souvent, on fait des liens entre les dystopies assez facilement, Hmm, bien sûr. mais voilà. Ouais, en gros, c'est ça, quand les gens me disent qu'ils ont été embarqués dans l'histoire, je trouve ça génial. Mm. Et toi, t'as eu des retours, toi? Ouais, moi je crois que euh, c'était très très égoïste comme sentiment en vérité. En fait, j'ai eu c'était un rêve depuis tellement longtemps que que tu vois, pour le coup, j'ai eu énormément de mal à verbaliser avant. Et en fait, le moment où je tiens le livre dans les mains, j'ai un espèce de, de truc dans ma tête qui me dit, attends, mais si ce rêve-là, il est possible, en fait, tu peux tout faire dans ta vie. J'ai eu un sentiment libérateur et vraiment très particulier, mais en fait, je suis capable de l'expliquer maintenant. Après, il va avoir beaucoup réfléchi, en avoir parlé avec la psy, en coaching, etc. Tu vois. Mais sur le coup, je pense que je le réalise pas trop. J'étais une espèce d'état d'euphorie, tu vois, que tu sais pas. C'est très difficile, tu sais, c'est un peu hors du temps. Je sais pas, c'est pour ça que c'est un peu compliqué Mm. à décrire. Euh, mais donc il y a cette espèce de fierté. Et en fait, c'est à cette époque-là, j'étais moi en grande réflexion sur ce que je voulais faire de ma vie. J'avais déjà commencé à me dire, moi j'aimerais bien accompagner les gens à écrire. Mais tu sais, je le disais sans grande certitude et sans vraiment savoir quelle allait être ma vision ou qu'est-ce que je voulais accomplir avec ce métier-là. Et en fait, quand je tiens le livre dans les mains, je me dis en fait c'est ça que je veux déclencher chez les gens. Je veux que ce sentiment de je sais pas, tu sais, de petit garçon qui se retire la chaîne qu'il a au pied et qui s'envole, tu vois. J'avais envie que les gens ressentent ça. Et, euh, et ouais, c'est encore aujourd'hui, c'est hyper dur de décrire précisément, tu vois, ce que j'ai ressenti. Mais ça a été super fort, franchement. Euh, et je voulais dire un autre truc sur ça, mais j'ai oublié. Il y avait un truc aussi après sur les retours des gens. Tu vois, du coup, c'était d'abord très personnel parce qu'en fait, je l'écrivais pour moi. Et du coup, je me suis rendu compte aussi que ce qui m'importait plus, c'était l'accomplissement personnel en lui-même. Que, en tout cas, je mets pas le fait, par exemple, de vendre énormément de livres comme un objectif ou comme un accomplissement en soi. Le fait que les livres existent et de savoir qu'ils peuvent toucher 10 personnes, j'en sais rien, ça me suffit en fait. Et effectivement, les premiers retours font quelque chose, tu vois. Moi, c'est surtout les retours de mes proches qui m'ont touché parce qu'ils m'ont dit j'ai oublié que c'est toi qui l'écrivais en Ah, lisant. ça c'est énorme. Et ça pour moi, Mm. c'était vraiment le plus précieux parce que évidemment, alors je sais pas si t'es passé par là parce que toi, du coup, t'as toujours été créative, etc. Moi, les premiers manuscrits que je termine quand je me remets à écrire, euh, c'est des manuscrits que j'appellerais de vrais débutants, tu vois. Pas forcément que c'est mal écrit, mais tu sens que c'est très égotique et très. En fait, je ne raconte rien parce que j'ai pas d'intention avec mon histoire, mais j'ai envie d'écrire un truc. Et ça, quand je les relis maintenant, ça se ressent.
quand les seules personnes qui ont relu ces textes-là, d'ailleurs, sont mes parents et ma sœur, tu vois, comme tout le monde au début. Et les retours étaient pas les mêmes, tu vois. Ils étaient pas négatifs, mais c'était pas les mêmes. Et là, sur le vrai livre, tu vois, moi, c'est vraiment mon père qui me dit j'avais oublié que c'est toi qui l'as lu. Moi, ça m'a suffi, tu vois. Derrière, il y avait je suis fier de toi, fiston, tu vois. Et ça, laisse tomber, c'était le plus beau truc qu'on pouvait me dire. Et voilà. Et après aussi de savoir que les gens réfléchissent et interprètent différemment. Je suis toujours hyper étonné de la manière unique qu'ont les gens de lire ton histoire et de l'interpréter. C'est parce que tu leur as laissé de l'espace. Ça, c'est, ouais, c'est vrai. C'est assez fort parce que c'est ça. C'est ça la littérature. Ouais. C'est vrai que c'est vrai, c'est bien dit. En fait, j'allais paraphraser, mais j'aime beaucoup ce que tu as dit. Laisser de l'espace à l'imagination du lecteur, j'aime bien. Mais tu peux paraphraser pour l'intégrer si tu veux. Ouais, je vais le faire. T'inquiète pas, je vais le faire, je vais me le noter. Quand je nous réécouterai, je me dirai ouais, ça c'était pas mal. Je vais le reprendre à mon compte. Et ce qui me vient en t'écoutant aussi, c'est que moi il s'est aussi passé quelque chose d'assez énorme, mais c'était au moment justement où je reçois le contrat. Donc avec ce fameux texte pas écrit, où là je me dis mais en fait t'étais déjà écrivaine quoi. Ah, c'est beau. Et ça aussi, c'est un truc que j'ai envie que mes coachés aient, cette sensation de mais en fait, avant même la validation d'un pro, t'es forcément déjà écrivain, puisque sinon t'aurais pas été validé. Enfin, tu vois, t'es déjà dans une démarche en fait pro pour voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de apporter. Et comme toi, moi j'ai publié 3 textes. Maintenant, je m'en fous. En fait, alors c'est facile à dire après coup, mais t'en as qui veulent vraiment conduire une carrière et être publiés plusieurs fois. Mais en fait, moi, ça m'a suffi. Ça m'a suffi parce que, comme toi, j'ai compris que ce que je cherche dans l'écriture, c'est pas la reconnaissance, je l'ai eue, elle me suffit. J'ai pas besoin de plus. Maintenant, c'est pour moi. C'est pour mon plaisir. Si je suis publiée, bah tant mieux. Si je le suis pas, tant pis. Voilà. Et ça, c'est une force parce que du coup, t'es que dans le plaisir, en fait. Ouais, t'es totalement détaché. Moi, c'est quelque chose qui m'a terrifié, vraiment, au premier degré, quand justement je voulais quitter l'ingénierie parce que j'en pouvais plus. Mais de me dire, en fait, il va falloir que je vende des livres pour vivre, pour moi, c'était inconcevable. Parce que derrière ça, alors c'est peut-être très utopiste comme vision de l'écriture, mais pour moi, l'écriture est extrêmement personnelle, extrêmement... tu mets plein de choses de toi que t'imagines même pas et que parfois tu découvres des années après. Et quand t'as derrière un truc qui te dit ok, il faut que ça plaise à telle personne, il faut que je raconte ça pour... Tu vois, t'es dans le il faut, et pour moi, tu te détaches en tout cas, je me détachais de la vision artistique que j'avais de l'écriture, et ça me gênait profondément. De me dire, putain, va falloir que j'écrive 3 romans par an. Enfin non, c'était pas possible pour moi. Et c'est marrant parce que t'as dit un truc, et tu vois, je le réalise là en parlant avec toi, c'est qu'en fait, j'avais avant une immense frustration de pas pouvoir écrire. J'étais toujours à la recherche de temps pour pouvoir écrire. Et le fait aussi de réaliser l'accomplissement que j'avais pu faire, le fait de développer aussi ma routine et mon réflexe d'écrivain justement, et le fait de pouvoir dire, tu vois, finalement, je suis écrivain, quelque part maintenant, je suis totalement apaisé avec ça. Et je vois les choses qui avancent petit à petit. Évidemment, parfois tu te dis, j'aimerais bien qu'elles avancent plus vite, mais en fait, c'est ça aussi qui est beau. Et maintenant, j'ai plus cette impatience d'être dans les moments où je vais écrire, mais j'ai plus cette frustration permanente de dire il faut absolument, et puis tu vois, comme une espèce de panique un peu qui en plus moi avait tendance à me, tu sais, ça te crispe un peu. Mais c'est pour ça que tu accompagnes aujourd'hui. C'est pour apporter ça aux gens aussi, j'imagine. Enfin là, on est super bon en storytelling, je trouve là. Ouais. Je plaisante, mais cela dit,
oui, effectivement, la manière d'accompagner et ce qu'on obtient comme résultat chez nos coachés, c'est souvent ce que nous on a dépassé comme obstacle, même si la manière de l'atteindre est propre à chacun. Mais moi, j'avais une coachée comme ça dans mon groupe. Elle éprouvait beaucoup de jalousie. Elle se comparait beaucoup et elle se disait, moi, je suis autrice non publiée. Et à la fin de l'accompagnement, elle dit, bah la jalousie c'est fini. Et maintenant, je suis autrice et je suis tranquille avec le reste en fait. J'ai plus que le plaisir. C'est exactement ce que tu viens de décrire. Et ça, c'est le coaching pour ça est super fort en fait. C'est extrêmement fort. C'est quelque chose que je m'attendais pas à que ça se réponde aussi bien. Tu vois, l'approche coaching, vraiment, dire la posture de coach, le fait d'avoir la volonté de faire avancer les gens et puis qui brisent leurs murs, leurs croyances, leurs injonctions, etc., etc. Et l'écriture, je pensais pas que ça fonctionnerait aussi bien. Et je suis vraiment étonné de l'aspect. Il y a un truc très de guérison, tu vois, dans le processus entier, je trouve. Franchement, c'est vraiment hyper fort. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans nos formations, on nous indique bien qu'on n'est pas thérapeute. Le but n'est effectivement pas de guérir des traumas. En revanche, une fois qu'une pensée est détournée, transformée, retournée et qu'elle sait plus où elle en est et que c'en est une autre qui apparaît, c'est fini en fait. On a créé une nouvelle connexion neuronale qui fait que ça ne pourra plus arriver de la même façon. Il y en a d'autres qui arrivent derrière, parce qu'on est des oignons, donc. Mais voilà, celle qui bloque sur le moment, on peut s'en débarrasser. Ça, c'est assez fort, ouais. Et c'est quoi, toi, si tu devais donner, je sais pas, comment poser, un conseil mais qui est pas intuitif, tu vois, quelque chose où au premier abord tu te dirais ah ouais c'est bizarre et en fait un espèce de truc un peu, je sais pas, un petit hack, un petit. Là, t'as hésité à poser ta question parce que tu dis conseil, merde, faut pas que j'utilise le mot conseil. Ouais, c'est exactement. Coach, exactement. une astuce. Ok. Une invitation à, du coup, pour éviter de pas d'obligation. Ouais, non, mais en fait, moi, j'aime bien m'amuser. C'est une façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'un problème vous embête, faites le poirier, comme ça vous le verrez autrement, ou montez sur une chaise, comme ça vous le verrez d'en haut, ou je sais pas, faites un pas de côté. Moi j'ai un coaché qui est quand même reparti d'une séance en trouvant une solution, c'est-à-dire qu'il sait faire un pas de côté, et faire un pas de côté lui a permis d'écrire, mais un vrai. C'est-à-dire qu'il se levait, il se faisait un pas de côté physiquement, et ça lui a changé la vie, quoi. Donc des fois le coaching c'est ça. un vrai recadrage spatial mais physique, quoi. Ma formation. Moi ça m'a vas-y, pardon. Ouais. J'ai envie de te laisser finir sur le recadrage physique parce que vas-y, c'était plus cohérent. Non, j'allais donner un exemple aussi. J'avais eu une formatrice qui était du coup coach et qui avait fait aussi beaucoup de PNL, enfin qui était formée à la PNL en fait. Et du coup, elle nous avait fait travailler, enfin, nous avait fait un exemple avec quelqu'un de négociation des parties avec, enfin, vraiment comme en PNL où tu déplaces physiquement, tu vois. Dire que tu t'assois sur une chaise, t'es toi, la chaise de droite, c'est ta première partie, et la chaise de gauche, ta deuxième partie. Et donc, elle t'invite comme ça à chaque fois à t'asseoir à droite, à incarner la partie de droite, et elle te fait bouger, discuter entre les parties. Et moi, mais j'étais halluciné de l'effet que ça a de simplement comme ça, justement tu l'as dit là, de se déplacer. Ça paraît tellement con dit comme ça, et moi c'est ça qui me fascine dans le coaching en fait, j'avoue, c'est que quand tu l'expliques à quelqu'un qui en a jamais fait ou qui est pas sensible, il te prend pour un malade. Il te fait mais qu'est-ce que tu me racontes? Et en fait, une fois que les gens l'ont vécu ou ont eu la curiosité d'aller se confronter à ça, et là tu vois les gens font ah ouais putain c'est dingue l'effet que ça peut avoir. Et effectivement là sur les recadrages spatiaux, le fait de faire un pas de côté sur un texte, tu vois, le fait de l'étaler par terre par exemple, ou le fait de ne serait-ce que petit écouteur qui s'échappe,
mais ne serait-ce que, tu vois, par exemple, de changer la police de ton texte, de mettre un fond différent. Rien que ça peut tout changer. Et en fait, c'est ça. Si tu veux, moi j'aime bien ce que tu viens de dire parce que du coup ça me donne l'idée de préciser. Le pas de côté, ça peut être un pas de côté, un vrai pas de côté, mais c'est comment je peux faire un pas de côté. Et là, tu viens de donner plein d'idées. Il y en a encore. En fait, c'est quel pas de côté tu peux faire toi qui te convient à toi et qui correspond à ta façon de faire. Voilà. Donc ça, c'est top. Et ça, c'est une question, tu vois. Là, je m'adresse plus à la coach parce que c'est toujours intéressant. Y a des gens parfois qui ont beaucoup de mal, tu vois, à s'autoriser d'être créatif, justement, quand on leur demande, toi, comment t'aimerais faire ce pas de côté. Tu vois, si je reprends l'exemple du pas de côté. Et comment tu les invites, ces gens-là, à justement à s'autoriser à penser à n'importe quoi pour faire leur pas de côté, par exemple. Je saurais pas te dire comment je fais, mais je crois que de toute façon, comme c'est intrinsèque à ma personne, la façon dont je vais accompagner, ça va forcément créer quelque chose de... Soit parce que la créativité, ça fait partie intégrante de moi. C'est un essentiel, on pourrait dire valeur ou je ne sais quoi. Donc dans la manière dont je vais questionner, j'en sais rien. Ça peut être par le rire, tu vois, on va se marrer, je vais faire une blague et puis du coup, pof, ça va enlever du sérieux, tu vois. C'est ça. Moi, je dis souvent quand j'accompagne, les gens viennent avec une pression comme ça, donc moi je ramène du plaisir. Chut, hop, la pression remonte, du plaisir. Et le plaisir, c'est par le rire, le sourire, le jeu, l'autodérision aussi parfois, même si l'autodérision, faut s'en méfier et pas la faire tout le temps. Mais parfois, c'est dire, redescends un peu, là, ça va en fait. Tu vois, donc ça peut être des choses comme ça et je saurais pas te dire exactement ce qui se passe, mais oui, on va chercher l'enfant intérieur, Ouais, l'enfant libre. Puis moi quand je les coach, alors je coach en individuel, mais je les coach aussi en groupe. Donc si tu veux, ça peut aussi permettre d'avoir des suggestions d'autres personnes et de commencer à ouvrir les possibles en fait, c'est ça. Moi c'est ça que j'aime beaucoup dans le coaching, c'est l'ouverture des possibles, c'est donner tu parlais d'autorisation. Pour moi c'est ça le coaching, c'est ressortir avec une autorisation, qu'on se donnait pas, pourquoi on sait pas d'abord. Voilà. Ouais, mais quelque part voilà, c'est à chaque fois il y a pas forcément besoin d'explication. Tu vois, moi le côté ingénieur très dans la tête, du coup tu vois, à chaque fois qu'il se passe un truc, c'est mais alors pourquoi machin. Et justement moi la formation de coaching a été hyper précieuse parce qu'elle m'a appris à aller me connecter au corps, au cœur, et parfois aussi à juste accepter de les écouter sans y mettre la tête et un process, etc. quoi. Ce que tu dis, c'est intéressant parce que je pense que tu as une belle pensée limitante. Mais je te le dis en toute bienveillance parce qu'en fait, je me positionne en miroir parce que moi, j'ai pas de formation d'ingénieur, mais je suis agrégée de lettres. Donc, si tu veux, la tête, ça me connaît aussi, quoi. Alors, c'est peut-être pas en termes de process, mais je suis aussi une personne qui, au départ, est vachement dans la tête. Et ramener dans le corps, le coaching, ça nous a sans doute apporté ça aussi. Ramener dans le corps et descendre, c'est pas toujours si simple, hein, mais voilà. Donc je me permets de faire ce retour parce que je me dis on n'est pas forcément dans la tête parce qu'on est scientifique en fait. Ouais, c'est vrai. Voilà. Moi j'ai vraiment grandi avec ça, tu vois. C'est famille d'ingénieurs. Donc grosse croyance sur ça. Et effectivement, tu fais bien de le rappeler. C'est pas, on n'a pas besoin d'être ingénieur pour être dans la tête. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais grosse, ça a été un travail. J'avais écouté ton podcast. Mais tu vois, l'inverse, c'est que moi j'étais persuadé qu'en étant ingénieur, je ne pouvais pas être créatif. Les études m'ont transmis cette injonction-là, tu vois. Et qui est liée à celle que tu soulèves, tu vois. Et même malgré tout le travail, tu vois, il y a quand même des petits bouts, tu vois. Donc il y a toujours des petits murs à continuer à aller casser. Si tu y tiens tant, c'est qu'elle doit être un peu utile. C'est exactement ça. À chaque fois, tu sais, quand t'es dans une phase, il y a un moment, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Quand cette injonction, quand ce driver, tu vois, très fort là, pop, et tu te rends compte qu'en fait, putain, on t'a toujours appris dans la tête.
et on t'a presque obligé, tu vois, quelque part, de par ce qu'on t'apprend, de par ce qu'on t'enseigne, on te dit d'être comme ça. Il y a un truc un peu de rejet de dire mais j'ai plus envie d'être comme ça. Maintenant je vais être que l'instinct, que le corps. Dès que j'ai envie de faire un truc, je le fais, je réfléchis plus. Et en fait, justement, j'ai réussi à m'apaiser sur ça en disant, en fait, la tête est aussi là pour faire le, entre guillemets, il apaise, tu vois, l'instinct. Il te permet de dire, ok, là j'ai envie de l'écouter, là c'est peut-être un peu risqué. Et hop, tu vois, en tout cas, il amène. Je trouve qu'en fait, quand tu manipules les trois, tête, cœur, corps, t'as un espèce d'équilibre qui arrive à être trouvé. Et c'est aussi ça, s'autoriser à les écouter un peu tous. C'est important. Et j'ai envie de faire le parallèle avec l'écriture parce que en fait l'écriture c'est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on doit respecter dans le sens où à la fin ton livre il doit être lisible, enfin oui. à moins que tu veuilles pas le faire lire, tu vois, c'est une injonction mais qui est enfin c'est une évidence quoi si tu veux, et ça passe par différentes techniques que tu manipules, qu'on manipule comme à l'envie. Pourquoi je dis ça? Parce que ça c'est le côté tête presque de l'écriture. Et en même temps, il y a le côté pour avoir le style d'écriture, la façon dont on va formuler nos phrases ou structurer le texte, etc. C'est presque parfois j'allais dire instinctif, mais tu vois, c'est de soi en fait qu'on met. C'est-à-dire que il y a parfois des auteurs qui disent ouais, mais tout a déjà été écrit. En fait, moi, quelle légitimité j'ai à écrire celui-là? Ben ouais, mais ça n'a jamais été écrit par toi. Et voilà. Et du coup, c'est un parallèle que je fais métaphorique un peu entre la tête et le corps. C'est un équilibre aussi entre les deux, de la technique effectivement dont on a besoin pour écrire. Je veux dire, nos phrases elles doivent être claires et compréhensibles. Et en même temps, il y a ce petit plus un peu magique, mais qui est complètement inconscient, je sais pas trop, enfin, qui vient de soi, quoi. Totalement. Moi, c'est les moments que je préfère quand j'écris. C'est quand tu finis ta session et il s'est passé un truc que t'avais pas prévu. Et justement, c'est quand là, c'est l'inconscient qui parle. Tu vois, tu te connectes finalement, si tu dois le rattacher à tête, cœur, corps, tu te connectes à ton corps. Instinctivement, t'as envie. Le personnage, il a envie de partir là-bas. Donc tu te laisses embarquer, puis machin. Et moi, c'est ce que je préfère dans l'écriture. Parce que quand ça se passe exactement comme j'avais prévu, quelque part, tu vois, moi, je suis pas surpris. Tu vois, il y a des trucs, je suis presque un peu déçu. Et c'est ça que je trouve génial quand tu t'autorises justement cette connexion à ton instinct. Et c'est marrant, à chaque fois ça m'a extrêmement marqué. J'avais eu la chance de rencontrer Wajdi Mouahad, qui est un auteur et dramaturge français qui a fait qui fait encore des spectacles à la Colline, notamment à Paris. Et lui justement me racontait son rapport à l'écriture, et il m'a dit un truc très fort, et tu vois, à force je commence à le comprendre. Il me disait, quand j'écris, j'ai l'impression de rentrer par effraction chez quelqu'un, et parfois on m'accueille super bien. Et je trouvais ça une super manière de dire, en fait, tu te laisses embarquer dans ton truc, et puis parfois c'est génial, tu vois. Et c'était sa manière à lui de dire ça, et ça m'a toujours beaucoup touché. Et tu vois, ça me travaille toujours, et je commence à la comprendre. Je me rappelle que sur le coup, j'étais là, rentré, d'accord. Et puis maintenant, à force, je commence à comprendre. Mais c'est vrai, beau parallèle de toute façon entre la tête et le corps vis-à-vis de l'écriture. Il y a un truc que je sens en sous-jacent là depuis qu'on commence à parler, c'est que il y a un côté non prévisible, un peu chaotique à ce que va nous amener le chemin de l'écriture, que j'aime bien. Et alors je me rappelle plus quand tu l'as dit un petit peu, mais j'ai oublié. J'ai un moment, et puis après on est passé sur autre chose. Mais ce côté, tu sais, non prévisible, en fait, tu sais pas vraiment où ça va t'amener. Et quelque part, faut pas essayer de comprendre en avance ce que va pouvoir t'amener le fait d'écrire et l'accomplissement d'écrire, tu vois. C'est un peu le truc, genre trust the process, tu vois. Et tu seras... En fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, il y a un double voyage dans l'écriture. C'est-à-dire que tu pars à la découverte de ton texte,
effectivement, même si t'es super architecte et que t'as tout blindé et que t'as mis 10 ans à faire à faire tout l'arrière-blanc, etc., certains se reconnaîtront peut-être. Je ne vise personne en particulier, mais je pense à certains quand même. Et, qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Du coup, je sais plus où je suis partie. Le Ah ouais, double double voyage. voyage, ouais, parce que tu vas à la découverte de ton texte et aussi, effectivement, à la découverte de toi en tant qu'auteur. C'est-à-dire Mm. que, enfin, rien qu'un truc hyper fort, c'est de découvrir que ton style évolue au fil des, au fil des chapitres, quoi. Ça, c'est un truc de fou. Tu le sens. Enfin, c'est un truc assez impressionnant. Et en même temps, effectivement, tu sais pas ce que tu vas découvrir sur toi. C'est ça qui est, ouais, c'est super riche. Moi, je crois que Mm. tu vois, je connaissais pas la méditation, mais j'ai l'impression que l'écriture, c'est une forme de méditation. Alors, c'est une forme d'évasion, mais Ouais. c'est une forme d'être complètement dans l'instant présent aussi. Une façon d'être complètement dans l'instant présent, où tu maîtrises pas tout, et tu l'as dit tout à l'heure, quand tu relis tes textes, peut-être 10 ans après, tu te dis, ah ouais, j'avais mis ça, je l'avais pas vu à l'époque. Maintenant, ça me paraît gros comme une maison. Et pourtant, tu te l'es dit en écrivant, et tu t'en es pas aperçu. Donc ouais, c'est Ouais. partir à la Mais découverte de ça, soi aussi. inconsciemment, Mm. tout à fait. Et inconsciemment, en fait, c'est extrêmement fort. C'est un truc que quand on réfléchit à plein de choses, on nommait toujours cette partie-là, mais notre inconscient récupère énormément de choses, Mm. tout ce qui passe, et en fait, tu peux pas le savoir parce que justement, c'est inconscient. Euh, mais, mais parfois, ça te frappe des années après et tu fais putain, c'est dingue en fait. Et c'est pour ça, tu vois, que c'est extrêmement fort tu finis par boucler la boucle. Mais le fait de dire j'ai envie d'écrire un livre, Mm. tu l'inscris dans ton inconscient et inconsciemment, ton cerveau, ça va choper des trucs partout qui Ouais. pourraient t'aider pour justement atteindre ce but-là. Et peut-être que, bah, avec ça, tu vas, comme par hasard, rencontrer quelqu'un Mm. qui lui aussi écrit un livre. Peut-être que, comme par hasard, tu vas regarder une vidéo après qui va t'amener sur une autre vidéo qui machin, etc. Et c'est pour ça que le fait de quelque part manifester, tu vois, on en revient à tout ce qui est visualisation, manifestation, loi de l'attraction, on peut l'appeler comme on veut, mais le fait ouais, juste de verbaliser à haute voix ce qu'on a envie de faire ou qui on a envie d'être, c'est déjà un premier pas qui t'amène vers cette version-là de toi, tout Bah, simplement. même tout bêtement, hein, quand t'apprends un nouveau mot, après tu l'entends partout parce que t'as ouvert les yeux. Donc, enfin, les oreilles du coup. Mais oui, moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer un de mes personnages, par exemple, en allant faire les courses. Et je me suis dit, oh, Ah, c'est mais fou. c'est ce personnage. J'ai adoré. J'ai adoré. Ouais, Euh, c'est drôle. Donc oui, oui, on ouvre et les yeux différemment quand on se lance dans un projet comme ça qui, comme tu dis, qu'on manifeste. Mm. c'est beau. Et tu vois, je sais d'avance que je vais nous réécouter après et je vais être super content. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses Ouais, moi hyper je suis déjà intéressantes. super contente, moi. J'adore notre échange. Ouais. Il y a tu vois, un dernier truc, et après je pense que j'aurais coché intérieurement la liste de tout ce que j'avais retenu. T'as parlé aussi de travailler en groupe. Oui. Moi, c'est une prise de conscience assez récente, parce que j'ai fait l'exercice d'un coaching de groupe bah, il y a 2 semaines environ, je crois. Et Oh, t'étais coach? non, j'étais T'étais coaché, coaché, ouais, ok, justement. ok. Ouais. En fait, et c'était et ouais, bon, comme d'habitude en coaching, j'y vais en me disant ouais, je vais repartir avec je sais pas, peut-être ça, et puis ouais, cette solution à ce problème-là, c'est ça. Et tu repars, t'es chamboulé, t'es là, tu fais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce C'est qu'on quoi m'a cette fait? prise de Qu'est-ce conscience? qu'on m'a fait? Qu'est-ce qu'on m'a fait? Voilà. Et j'ai trouvé, et tu l'as dit tout à l'heure, j'ai trouvé super puissant l'apport de l'autre, une vision extérieure sur ton problème. Là, on était vraiment dans quelque chose de quelqu'un parle d'une problématique et les autres l'accueillent et disent si j'étais à ta place, moi je ferais ça. Et en fait, c'est super super puissant parce que les gens n'ont pas du tout la même vie que toi, donc pas du tout le même prisme et, et ça t'ouvre, ouais, ça te permet justement de voir la situation différemment, tu vois, de te mettre à faire le poirier, comme tu disais. Exactement. Et ça m'a donné envie vraiment de le faire en écriture, parce que je pense que ça doit être vraiment super puissant aussi. Bah, Et du coup, toi, tu disais,
J'ai cru que alors je vais peut-être te dire une bêtise, mais récemment, t'as pas organisé ou participé à quelque chose en groupe, justement? Si, alors je sais pas à quoi tu fais référence, mais je fais souvent, en fait, moi, une de mes, je sais pas par où commencer, pardon. Du coup, je me perds dans mes propres bugs. Euh, alors, je sais pas ce que tu as vu, parce que je suis intervenue en Bretagne dans un séminaire en groupe. Ouais, je pense que C'est je ça? pensais peut-être à ça, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Ou alors là, en fait, je me suis rendu compte que j'étais coach avant tout, et que l'écriture est un moyen pour moi, que les Ouais. personnes se révèlent. Donc soit parce qu'elles veulent être écrivaines, soit juste parce que je propose quelque chose qui permet à la fin d'ancrer avec un E par l'écriture ce qu'on aura vu en coaching. Et donc là, c'est ce qu'on avait fait dans un séminaire, effectivement, et où j'avais fait un outil sur oser. Enfin, on avait conçu ça avec une amie, et à la fin, on leur faisait écrire. Alors, on avait plusieurs ateliers, je vais pas tout faire, mais et à la fin, on leur faisait écrire le conte dont ils étaient le héros. Et Trop bien. voilà. Mais le groupe, moi, que j'ai créé, en fait, quand j'ai commencé à accompagner des gens, j'ai tout de suite créé un groupe parce que je me faisais coacher aussi à l'époque, et mon coach m'avait dit, mais c'est quoi qui te ferait kiffer là? Parce que ça faisait 6 mois que j'avais créé mon entreprise pour pouvoir prendre un temps partiel en tant que prof, et j'avais pas commencé à coacher. Et j'ai dit, mais moi, j'adorerais avoir des groupes parce que moi, ce qui m'a manqué, c'est une communauté. Donc, je veux faire des groupes. Et puis en plus, comme je connais les groupes, pour avoir été prof, j'ai pas peur, quoi. Et j'ai créé mon groupe idéal où ils sont... alors au début, ils étaient 6, puis je me suis rendu compte que c'était trop. Donc maintenant, ils sont 4. Ils sont 4 Ouais. par session, et parce que chacun est coaché, voilà. Mais comme tu dis, la puissance, moi je le garde, j'adore ce format parce que à la fois il y a du coaching individuel et en même temps un effet miroir ou un effet décalage qui est ultra puissant. Donc ouais, si t'as envie de le faire, fonce. Ouais, je vais À ta trouver, je façon. vais essayer de chercher Mm, ma façon de faire, c'est ouais. ça. Tu vois, je pressens, là, tu vois, là, je me connecte au corps, je sens qu'il y a un truc Ouais. qui me parle et je sais pas encore tout à fait Ouais. quoi. Mais je pense que le seul moyen, c'est, moi j'adore ce verbe aussi, c'est d'oser juste essayer et puis après, On teste. après ça roule. Ouais, exactement. Exactement. Échouer, échouer, échouer Mm, et puis voir ce que ça nous apprend. Ouais. ouais. Est-ce que tu aurais une phrase de conclusion Oh là là. à cet épisode? Ah là, on voit que c'est de l'impro, non? Une phrase de conclusion. Mais j'aime bien ta phrase, en fait. La fille qui plagie complètement. Euh, Après, l'échec est pas forcément. Et c'est vrai que c'est un mot tellement négatif. Pouf. Tu vois, il Ouais. y a un mot Moi, j'ai été formée donc du coup par des Québécois, et il disait enfin, il y avait ils nous avaient formé un quiz talent, et dans les talents tels qu'il les proposait, c'est être opportuniste. Et il disait, on a dû changer en arrivant en France parce qu'opportuniste, c'est vu d'un point de vue c'est mal vu, en fait, c'est connoté de façon négative. Mais en fait, soyez opportuniste. Saisissez les opportunités qui s'ouvrent à vous. Comme tu disais tout à l'heure, t'as une idée, t'ouvres les yeux et tu vois partout des opportunités. Donc hop, 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 allez à la pêche. À la pêche aux tests, à la pêche aux infos, à la pêche. De toute façon, de tout ça, tout le monde sera enrichi. C'est un peu conceptuel ce que j'ai dit. C'est J'aime pas bien. hyper concret, mais. J'ai- Moi, j'aime beaucoup l'image. Mm. Allons à la pêche. Ouais, c'est ça. Allons à À la la pêche, pêche. à la pêche aux opportunités. Ouais. Merci Gaël. Bah, merci beaucoup à toi. C'était super.